Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour réagir, pour intervenir, pour participer, pour nous donner votre avis et surtout nous raconter ce que vous vivez. Premier sujet que nous allons aborder, faut-il, et qui risque de déborder par vos appels, vous allez comprendre pourquoi, faut-il accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que le projet de loi prévoyant cette accélération arrive en débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Faut-il, par exemple, faciliter l'installation de panneaux solaires sur les espaces cultivés? Développer l'agrivoltaïsme? Nous allons en parler avec un premier invité dans quelques instants et vous allez évidemment réagir. Autre sujet que nous allons aborder ensuite, l'hôpital André Mignot du CHU de Versailles, situé au Chesnay dans les Yvelines, a été victime d'une cyberattaque. Les ordinateurs sont bloqués et y a-t-il eu une demande de rançon? Quelles conséquences? Est-ce que l'hôpital a porté plainte? Nous allons savoir tout cela dans quelques minutes. L'Iran, 3 journées de grève et de manifestations en Iran à partir de ce lundi. Le régime iranien a aboli la police des mœurs. Quel sera l'impact sur la mobilisation? Nous en parlerons aussi ce matin entre midi et midi et demi. Et puis, si vous voulez revenir sur le match France-Pologne d'hier, n'hésitez pas. France-Angleterre, c'est pour samedi prochain en quart de finale à 20h. Qu'en pensez-vous? Il y avait plus de 14 millions de téléspectateurs pour regarder hier France-Pologne. France-Angleterre, qu'en pensez-vous? Est-ce que nous allons gagner ce match? Dites-nous, vous avez vu jouer les Anglais aussi. Ça va être un beau match France-Angleterre. Puis on a envie de gagner. Samedi prochain, 20h, allez-y, 0826 300 300. Mais commençons avec le projet de loi sur les énergies renouvelables qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec, dans ce projet de loi, un volet sur l'agrivoltaïsme, le solaire, mais le monde agricole en ébullition. Jean-François Lamassé, bonjour. Bonjour M. Bourdin, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Haute-Garonne. Alors, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? C'est l'installation de panneaux solaires sur des terres cultivées, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Bon, ce n'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui est bâtiment agricole sur lesquels on peut installer des panneaux photovoltaïques. Oui, sur des hangars agricoles par exemple. Tout à fait. Est-ce que vous y êtes favorable? Mais bien sûr. Je vais vous dire, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a une grosse hypocrisie de la part du gouvernement, parce qu'il y a un lobby écologiste qui est contre, voilà, et qu'aujourd'hui, on a affaire à des ayatollahs de l'écologie, des soi-disant experts qui connaissent rien du tout. On appelle un chat. Nous, aujourd'hui, la profession de l'agriculture, c'est quoi? C'est avant tout de nourrir les Français. D'accord? Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, il existe des panneaux qui montent à 4,50 m, où on peut cultiver en dessous. Donc, on peut continuer à garder notre souveraineté alimentaire. Voilà. Il n'y a aucun problème. Et en plus, on peut fournir de l'énergie. Oui. C'est du gagnant-gagnant. Oui, c'est gagnant-gagnant, mais je remarque, et c'est ce que disent les détracteurs, je remarque que par exemple, l'Australie, l'Espagne, Israël, ces pays très ensoleillés, n'ont pas développé l'agrivoltaïsme à grande échelle. Oui, mais M. Bourdin, ils n'ont pas le même problème d'énergie que nous. Vous pouvez aller chez eux, ils ne risquent pas de coupure d'électricité. L'Espagne a des problèmes d'énergie comme nous. Voilà, donc aujourd'hui, le problème c'est que nous, la France, est un pays, Coluche le disait très bien, on veut laver plus blanc que blanc. Donc, et à un moment, c'est plus possible. Mais attendez, le gouvernement est favorable à l'agrivoltaïsme. Et oui, mais moi, ce que je vois en tant que président de syndicat, c'est qu'il y a de nombreux agriculteurs qui veulent faire des hangars photovoltaïques, et on leur trouve toujours des excuses, des ceci, des cela, pour ne pas le faire. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont contre. Je regarde par exemple la Confédération paysanne. Oui, mais Monsieur Bourdin, on va appeler un chat, la Confédération paysanne. Bon, c'est des gens qui veulent vivre de primes et qui ne veulent pas produire. Voilà, ils veulent revenir 50 ans en arrière. Voilà. Aujourd'hui, Monsieur Bourdin, on est plus de 8 milliards sur la planète. Oui. Il faut nourrir tout le monde et à un prix correct. Donc il faut un développement raisonné de l'agrivoltaïsme. Mais il faut laisser la main aux agriculteurs. Pourquoi? Parce que,
on n'est pas des électriciens, on va être des producteurs d'énergie. Et ensuite, on continue à produire. Il faut éviter que ce soit des gros groupes financiers, des banques ou quoi, comme il se passe un dossier, entre guillemets, dans le département, où c'est le financement d'une grosse banque qui veut faire d'un coup 22 ou 23 hectares. Donc ça ferait plus de 23 millions d'euros. Si on laisse ça coûte très cher, effectivement, l'agrovoltaïsme. Mais aujourd'hui, faire un hangar photovoltaïque, c'est une histoire qui s'amortit en minimum 20 ans. Oui, ben oui. Voilà. Oui. C'est minimum 20-25 ans. Donc, c'est un complément de retraite, mais en même temps, ça permet de fournir tous les jours de l'énergie sur le réseau. Oui. Mais, M. Bourdin, aujourd'hui, on est dans une situation, mais on revient vers du tiers-monde. Est-ce que la France est un pays du tiers-monde ? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'en 2022, on nous dit, comme ça vous avez information, qu'il y a des écoles qui risquent de ne pas ouvrir parce qu'il y aura des coupures de courant, il y a des commissariats qu'on ne pourra pas appeler la police à certaines heures de la journée. Non, les commissariats auront toujours du courant. Bon, les commissariats, Jean-François Lamassé, les commissariats auront toujours du courant. Mais tant mieux, question. Mais attendez, il va falloir couler des tonnes de béton dans le sol pour installer ces panneaux. Mais vous rigolez ou quoi ? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer. C'est des panneaux. Certes, il y a un peu de béton. Mais je veux dire, c'est pas non plus que du béton partout. La preuve en est, c'est qu'on peut produire en dessous. Oui. On peut produire sous les panneaux. Des tests ont été faits, effectivement, avec des vignobles dans les Pyrénées-Orientales et ça fonctionne. Mais bien sûr. Alors, en plus, je vais vous dire, ce dont vous n'avez pas pensé, c'est que les panneaux sont orientables. Oui. Donc ça va encore plus protéger des orages de grêle et tous les incidents qu'on a maintenant régulièrement. Oui. Donc vous êtes favorable. Vous êtes favorable. Mais bien sûr. C'est non seulement. Vous savez, l'agriculture, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes après la guerre, là, on l'a vu encore il y a 2 ans pour le confinement, c'est l'agriculture qui vient en aide au pays. Oui. Bon, vous êtes favorable à ce projet de loi qui veut développer effectivement l'agrivoltaïsme. Merci à vous. Merci Jean-François Lamassé. Merci. Tiens, avant de regarder le projet de loi en détail avec Félix Mathieu, Christian est à Toulouse. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur céréalier, Christian. C'est ça. Et vous aussi, vous êtes favorable à ce projet de loi ? Ah ben, tout à fait, parce que pour moi, ça pérennise mon exploitation avec un revenu qui est généré tous les ans. Mais l'investissement est lourd, non ? Vous avez calculé, Christian ? Non, moi, ce serait de la... le photovoltaïque au sol, admettons, sur une parcelle, avec par exemple des moutons dessous, une production dessous, on loue le champ, on loue. Donc nous, il n'y a aucun investissement. Après, on peut le faire, l'investissement, mais c'est pas nous qu'on faisait l'investissement. D'accord, donc, vous louez le champ. Voilà, on loue le terrain pour des années. Voilà. À une entreprise qui pose les panneaux. Voilà, c'est orientables. Voilà. Et après, les panneaux, quand vous parlez de beaucoup de béton, sur les panneaux photovoltaïques au sol, il y a très peu de béton. C'est des pieux enfoncés dans le sol. Donc, ce sont les détracteurs de l'agrivoltaïsme qui disent ça. Non, il n'y a pas. À l'époque, il y a une dizaine d'années, j'avais eu un projet de photovoltaïque au sol, et en fait, c'était des pieux enfoncés dans la terre. Donc, on peut les retirer quand on veut. Quant aux détracteurs, vous leur direz que là-dessous, on peut produire, on peut continuer à produire, on peut éventuellement les enlever pour produire encore plus si vraiment on en manquait. Par contre, les autoroutes qui passent dans les plaines, tout ça, ne produiront plus jamais. Donc, à un moment donné, quand même, il faut se poser les bonnes questions. Il faut voir les choses en face et ne pas. Nous, en agricole, on a des difficultés. En plus, avec les intempéries que nous avons, c'est bien de pérenniser avec un argent qui rentre tous les ans, quoi. Je comprends. C'est un complément de revenus, Christian. Voilà. Christian, mais ces panneaux, vous pouvez aussi les installer, je ne sais pas, sur des friches ou les installer sur vos hangars agricoles. Oui, mais sur les hangars, nous, dans ces cas-là, il faut l'hangar. Enfin, là, c'est des gros investissements qui à nous, moi, ça me rapporte rien. Ça me rapporte l'hangar, donc non, ça m'intéresse pas. Après, sur des friches, on n'a pas énormément de friches. Et souvent, les friches qu'on a, quand on a des coteaux, c'est dans des pentes tellement pentues qu'on peut pas. C'est difficile d'y installer des panneaux.
Oui. Combien quand même vous dans offre des poteaux, hein. Donc les parcelles seraient louées à quel prix, à quel tarif? Je sais pas, à l'époque c'était dans les 2000 euros l'hectare par an. Oui. Maintenant, je sais pas l'évolution que ça a eu, puisque moi Sauf qu'on ne peut pas louer beaucoup d'hectares, on peut louer une parcelle ou deux, quoi. Oui, voilà. Oui, on va pas. On va pas couvrir non plus. Bah, on va pas couvrir le paysage parce que c'est pas très beau, hein, pardon. Non. Puis déjà, les enquêtes qui étaient faites, c'est qu'il faut que ça ne dérange pas. Oui. Il faut que ça soit un champ qui soit isolé. Il faut que ça soit un champ qui n'est pas un vis-à-vis qui se voit les panneaux. Oui. Voilà, il y a des conditions quand même. Bon, merci Christian d'être intervenu. Merci beaucoup et vous réagissez évidemment 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Nous allons ouvrir le débat sur ce projet de loi sur les énergies renouvelables. Nous allons ouvrir le débat dans 2 jours, je crois, mercredi. En attendant, Félix Mathieu, regardons ce projet de loi qui donc commence aujourd'hui à être débattu à l'Assemblée nationale. Des panneaux solaires, par exemple, en bord d'autoroute, des éoliennes en mer. L'Assemblée nationale se penche sur ce projet de loi. Il s'agit de mettre un coup d'accélérateur au développement de tout ce qui est éolienne ou panneaux solaires. Oui, objectif alléger les procédures pour rattraper le retard français. La France s'est longtemps reposée sur son puissant parc nucléaire. Elle n'a généré l'année dernière, par exemple, que 1/4 de son électricité avec des renouvelables, une part plus faible qu'ailleurs en Europe. Il faut en moyenne en France 5 ans de procédure pour construire un parc solaire, 7 ans pour un parc éolien, 10 ans pour un parc éolien en mer. Le texte prévoit d'adapter temporairement les procédures administratives pour simplifier, accélérer les projets avec l'objectif de diviser par 2 ce délai de déploiement. Oui, c'est trop long. Aujourd'hui, il y a trop de recours. Il faut accélérer les choses, dit le gouvernement. J'ai regardé l'Assemblée nationale qui est très partagée sur le sujet. Pour 2050, Emmanuel Macron a fixé comme objectif de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire et de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 gigawatts. Oui, le Sénat a déjà de son côté adopté ce texte, mais avec quelques retouches. À l'Assemblée, le gouvernement espère surtout convaincre la gauche, vu les fortes réticences à droite. En commission, les députés ont déjà infligé un revers d'ailleurs au gouvernement. Ils ont supprimé un article censé limiter certains recours. Grosso modo, la déclaration d'utilité publique était censée valoir reconnaissance automatique d'une raison impérative d'intérêt public majeur, le sésame nécessaire pour beaucoup de gros projets. Article supprimé donc, les députés LR et RN voyaient là une menace pour la biodiversité, mais le gouvernement compte bien la réintroduire, cette disposition. Les députés LR voudraient aussi réintroduire le droit de veto pour les maires, auquel les sénateurs LR avaient renoncé, moyennant quelques concessions pour le pouvoir communal dans la définition des zones prioritaires d'aménagement. Oui, les députés LR et les sénateurs LR qui sont en opposition sur ce texte. C'est assez amusant d'ailleurs de regarder cela. Merci Félix, il est 10h43. Vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez 0826 300 300. Nous allons passer à un autre sujet. L'hôpital, encore un hôpital cyber-attaqué, l'hôpital André Mignot du CHU de Versailles, situé au Chesnay, dans les Yvelines, victime d'une cyber-attaque. Les ordinateurs, par exemple, sont bloqués. Quelles sont les conséquences? Nous allons en parler dans 2 minutes avec notre invité, qui n'est autre que Richard Delepierre, le maire du Chesnay, coprésident du conseil de surveillance du CHU de Versailles. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h46, merci, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé à l'hôpital André Mignot du CHU de Versailles, situé au Chesnay dans les Yvelines. Le maire du Chesnay est avec nous, Richard Delepierre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Il faut savoir que l'hôpital André Mignot fait partie du CHU de Versailles. Absolument, c'est l'hôpital historique de Versailles, mais il a été installé sur la commune de Chesnay-Rococourt, donc on l'accueille avec plaisir et on le co-préside avec François de Mazières. Bon, vous le co-présidez, Richard Delepierre, et vous êtes cyber-attaqué. L'hôpital a été cyber-attaqué samedi, 21h, une partie des ordinateurs bloqués, tout à coup. Petit à petit en fait, comme dans les films. Une application après l'autre, et puis à un moment, au bout de la deuxième application, les services comprennent qu'il se passe quelque chose de pas normal, et donc il y a eu tout de suite des mesures d'urgence qui ont été prises pour couper tous les systèmes et éviter la propagation. Mais comme dans les films, vous savez que quand en fait la tête de mort apparaît à l'écran, le virus est déjà là depuis un certain temps. Voilà. Et tête de mort qui apparaît à l'écran. Voilà.
Tête de mort, ça veut dire cyberattaque et ça veut dire possible rançon. Est-ce qu'il y a eu une demande de rançon? Il y a eu une demande de rançon, mais voilà, évidemment. Confirmé, il y a eu une demande de rançon. Mais elle ne sera évidemment pas réglée. Et le sujet, moi, je crois qu'on n'est pas en face d'un acte de piraterie, on est en face d'une nouvelle forme de guerre. Ces gros établissements, celui de Corbeil il y a 5 mois, celui de Versailles, sont des établissements extrêmement sensibles et ils sont déterminants dans la politique de santé de nos territoires. Donc ce ne sont pas des attaques qui sont liées au hasard. Voilà. Ça peut venir d'où? C'est vraiment le cyber comme gendarmerie qui est habitué à ce type d'enquête. Vous savez que c'est difficile de tracer, mais moi je ne crois pas en tout cas que ce soit un acte de piraterie. Voilà. Mais je ne suis pas gendarme. Pour vous, c'est pas un acte de piraterie? Non, on est vraiment. C'est volontaire. Oui, c'est une forme de. C'est complètement délibéré, c'est ciblé. Délibéré. Voilà, on est sur des établissements qui sont centraux dans l'organisation des soins. C'est pas des petits établissements périphériques. Avec tout le respect que j'ai pour la ville de Dax, que je connais bien, l'hôpital de Dax, c'est pas l'hôpital de Corbeil, c'est pas l'hôpital de Versailles. Oui. Le vrai sujet, c'est d'éviter la surcrise et qu'un autre gros établissement de santé soit attaqué. Évidemment. Alors, quelles conséquences? La conséquence, c'est donc l'hôpital... Quelles ont été les conséquences immédiates? La priorité, samedi soir, dimanche. La priorité, dès la nuit de samedi et toute la journée d'hier, c'est d'assurer la sécurité des patients. Donc les patients qui étaient dans l'hôpital, ceux dont on estimait, pour quelque raison que ce soit, qu'il y avait un risque à les garder, on les a évacués. Donc on a évacué 6 personnes, dont 3 nouveau-nés, puisqu'on a une très grosse maternité, et donc un service de néonat dont on a été obligé de réduire la voilure. Donc ces 6 patients ont été évacués hier. Peut-être qu'il y aura ponctuellement d'autres évacuations. Tous les patients qui sont gardés à l'hôpital sont en totale sécurité. L'hôpital fonctionne. Tous les appareils fonctionnent. Ce qui ne fonctionne plus comme avant, c'est les transmissions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mails, il n'y a plus de moyens de partager l'information. Là, il n'y a plus la possibilité pour un infirmier de surveiller 5 Toutes patients les machines dédiées aux soins fonctionnent. Absolument. Bien. Absolument. Donc, rassurons déjà les patients et les familles de patients. Il n'y a absolument aucun risque en termes de santé. Ça fonctionne un peu moins vite. Ça fonctionne à l'ancienne, comme il y a 30 ans. Voilà, comme il y a 30 ans. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là où avec un système de surveillance, un soignant peut surveiller, et vous avez des répétiteurs dans toutes les pièces. Donc, quand vous allez visiter un patient, vous avez les infos sur les 10 patients qui sont dans le couloir. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, dans chaque chambre, un soignant, pour vous la faire simple. Dans chaque chambre, un soignant. Il a fallu rappeler du personnel, j'imagine. Un peu, mais voilà. Et donc, on réduit aussi la voilure. Et pour donner un exemple, la maternité, on va réduire la voilure d'1 tiers. C'est-à-dire qu'on garde 2 tiers des naissances habituelles. Ça veut dire qu'il y a des mamans qui vont accoucher dans d'autres établissements pour être en sécurité. L'activité n'est pas évidemment pas arrêtée. 2 tiers de l'activité, c'est pas négligeable, mais c'est une vraie réduction de voilure. Évidemment. Alors, du matériel de secours est en place. Si jamais il y a défaillance d'un matériel. Le SAMU zonal a déjà amené hier des équipements de biologie pour permettre de réaliser un certain nombre d'analyses que le service central de biologie ne peut pas assurer par défaut de système d'information. Donc il y a un vrai appui, une vraie solidarité du système de santé francilien, public et privé. Mais c'est clair qu'il faudra que tout le monde nous aide, c'est-à-dire à commencer par les médecins de ville, si on veut pas saturer les urgences, parce que les urgences vont tourner très au ralenti pendant plusieurs semaines. On sait ce qui s'est passé à Corbeil, donc il faut que tout le monde joue le jeu. Les médecins, les pharmaciens, le 15 qui est déjà briefé, et vraiment en extrême limite, s'il faut venir aux urgences de l'hôpital Mignon, on sera toujours accueillis. Est-ce que l'hôpital a déposé plainte? Oui, l'hôpital a déposé plainte, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Vous avez déposé plainte. Je pense aux données des patients. Où sont-elles? Est-ce que ces cyberharceleurs, ces cybercriminels ont en possession les données des patients? Alors, si on fait le retour d'expérience de ce qui s'est passé à Corbeil, il est probable que les cybercriminels aient récupéré un certain nombre de données. Il n'est pas exclu qu'à un moment, elles circulent sur le darknet. Mais elles peuvent être utilisées à quoi, ces données? Elles peuvent être revendues, à des fins ou commerciales ou malveillantes. Mais manifestement, il y a un marché, en tout cas, de la donnée médicale. Ça fait partie des sujets. Mais j'allais dire, ces sujets sont importants. Mais à l'heure où on se parle, la priorité, c'est évidemment d'assurer la sécurité des patients, ceux qui sont déjà à l'hôpital, ceux qui vont y rentrer, et donc on est l'assurance que notamment tous les appareils médicaux ne sont pas infectés et qu'on peut soigner en sécurité dans cet hôpital. Combien de lits? 800. 800 lits et combien de personnel dans l'hôpital? 500 soignants, 2500 non-soignants, donc un hôpital qui tourne avec 3000 personnes, 3000 équivalents temps plein, pour parler comme les ressources humaines. Bien. Aujourd'hui, toutes les mesures d'urgence sont donc prises. Oui, il faut vraiment saluer le travail remarquable de Pascal Bellon et de ses équipes dès samedi soir, parce qu'eux, ça fait 36 heures qu'ils n'ont pas dormi, pour prendre toutes les mesures utiles d'un point de vue santé. Et permettre à l'hôpital de tourner, parce qu'aujourd'hui on est lundi, et donc tous les rendez-vous de lundi sont arrivés, on en honore une bonne partie, et évidemment la priorité c'était que les urgences soient accueillies ailleurs,
pour pas venir emboliser le système, et que les équipes tiennent. On a une très belle résilience des équipes, je veux aussi le redire, mais elles sortent de 2 ans de Covid. Alors elles sont aguerries, mais là on part pour 2 mois, facile 2 mois de situation pas normale. Et ces cyberattaques se multiplient. Vous l'avez dit, Corbeil, je me souviens, on avait traité le sujet. L'hôpital de Versailles en a subi plusieurs depuis 6 mois, mais c'est défendu jusqu'à celle-là. Mais pourquoi vos systèmes de défense sont insuffisants Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie bonne résilience des appareils pour assurer la continuité des soins quand vous êtes pris en charge. Il n'y a sans doute pas le bon niveau pour lutter contre des grosses attaques virales. Je pense que le monde de la défense est plus aguerri dans ce domaine, et je pense qu'il y a des leçons à tirer, mais Jean-Noël Barrot en a parlé hier et je pense qu'il en reparlera. Il y a sans doute aujourd'hui un cran à passer pour que les établissements de santé soient mis au même niveau de protection que des installations de défense, de sécurité nationale. Merci Richard Delepierre. Merci d'être venu nous voir, maire du Chênay-Rocancourt, coprésident du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Je reviens sur le sujet précédent avec Alexandre, qui est en Haute-Garonne, qui est agriculteur et qui, Alexandre, lui, a fait l'expérience des panneaux solaires sur ses bâtiments, je crois, ses bâtiments agricoles. Pour l'instant, il ne répond pas. Il nous avait appelé, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Merci beaucoup, Richard Delepierre. Ça va venir. De quoi allons-nous parler tout à l'heure il est là. Il est là, Alexandre. C'est la magie du direct. Ça va, Alexandre? Oui. Bon, Alexandre, on parle beaucoup de l'agrivoltaïsme, on va beaucoup en parler à l'occasion du projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Alexandre, vous avez installé des panneaux solaires sur vos bâtiments agricoles? Oui, exactement. Voilà. Donc moi, j'ai 2 bâtiments aussi qui ont des stations photovoltaïques et tout se passe très bien d'ailleurs. Oui. Mais c'est pas moi, à titre privé, qui est investi, quoi. Voilà. Alors attendez, je vous entends mal, la ligne n'est pas très bonne. Vous avez donc des panneaux solaires sur vos bâtiments. On va vous rappeler, Alexandre, pour que ça soit un petit peu meilleur, parce que là, c'est pas très bon. Alexandre, voilà. J'espère que c'est mieux. Alexandre, donc vous avez installé sur quelle surface? Donc j'ai 2 installations de 100 kW, ce qui fait à peu près 1200 mètres carrés de panneaux solaires. 1200 mètres carrés de panneaux solaires, installés par une entreprise spécialisée. Une entreprise spécialisée, surtout ce n'est pas moi qui produis, quoi. J'ai mis à disposition pour un bâtiment la toiture. Oui. Et pour l'autre bâtiment, j'ai mis à disposition mon sol pour qu'il installe un hangar dont je bénéficie, si vous voulez, de la surface au sol. Bien. Alexandre, c'est pas très bon techniquement. Ce qu'on fera, c'est que demain, nous allons parler de l'agrivoltaïsme. D'ailleurs, je vais organiser un débat. Pourquoi vais-je organiser un débat demain entre 11h et midi? Tout simplement parce que des agriculteurs sont pour, d'autres sont contre. Le monde agricole est terriblement partagé. Je sais que vous êtes partagés. Installer des panneaux solaires dans des champs, sur des hangars. Qu'en pensez-vous? Allez-y, vous appelez 0826 300 300. Demain, je vais organiser le débat. Même parmi les écologistes, tout le monde est partagé. Il y a les pour, les écologistes qui y sont favorables, les écologistes qui sont contre. Dans le monde politique aussi, ça transgresse tous les partis politiques. 10h56, demain ce sera le sujet du jour entre 11h et midi, parce que je vois que ça suscite énormément d'intérêt. De quoi allons-nous parler dans quelques minutes après les infos? Eh bien, nous allons changer complètement de sujet. Est-ce que les jeunes ont encore envie de travailler? C'est le débat que je vais lancer. Les transformations du rapport au travail sont multiples, estime le ministre du Travail, qui a ouvert les assises du travail à Paris. Elles ne doivent pas, dit Olivier Dussopt, nous laisser succomber au cliché selon lequel les jeunes générations n'aimeraient plus travailler. Alors je pose la question, les jeunes ont-ils encore envie de travailler? Débat qui sera ouvert sur l'antenne de Sud Radio après les infos de 11h, il est 10h57.